S'il y a bien un sujet qui fait consensus à gauche, c'est que les sondages, c'est le mal. Sauf ceux qui nous arrangent, et alors ceux qui nous arrangent, faut les balancer, rebalancer, matraquer, sur Twitter, à la télé, bref, partout. Et est-ce qu'il vaudrait pas mieux les interdire ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie d'habitude de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des sondages, ces petits chiffres auxquels toute la classe politique est accro. Et comme avec tous les sujets qui déchaînent les passions, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur les sondages. Alors, on va reprendre les bases. De manière générale, un sondage c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on entend d'habitude en politique. On parle de sondage quand on a beaucoup de trucs, et qu'on veut apprendre des choses sur ces trucs, mais qu'on ne peut pas les regarder un par un, parce qu'on a trop de trucs et que ça prendrait trop de temps. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on pioche quelques trucs dans notre ensemble de trucs, c'est ce qu'on appelle un échantillon, et on essaie de déduire des informations sur l'ensemble de nos trucs à partir de cet échantillon. Pour ça, on utilise des règles mathématiques, statistiques, bref, c'est quelque chose de sérieux. L'application du sondage en politique, c'est ce qu'on appelle l'enquête d'opinion. Pour savoir ce que pense la population, plutôt que d'aller voir chaque personne et lui demander ce qu'elle pense, ce qui serait matériellement pas faisable dans un délai et un budget raisonnable, on va demander un échantillon de personnes uniquement, et grâce à des règles mathématiques, on va en déduire ce que pense l'ensemble de la population. Par le passé, c'était souvent fait par téléphone, en prenant des numéros dans l'annuaire, mais aujourd'hui, ce n'est plus que très rarement le cas, voire plus personne le fait en fait. D'une part parce que les numéros de téléphone, portables principalement, sont plus difficiles d'accès qu'avant, d'autre part parce que plus personne ne décroche quand un numéro inconnu appelle, et enfin, parce que ça nécessitait d'avoir des opérateurs et opératrices qui posent des questions, et les humains, vous le savez comme moi, ça coûte cher aux entreprises capitalistes. Donc désormais ça se passe sur internet, des gens s'inscrivent sur une base de données, et les instituts de sondage leur envoient des questionnaires, en échange d'une gratification, comme des bons d'achat par exemple, de l'ordre de 50 centimes par enquête. L'un des problèmes principaux que posent les sondages, c'est qu'ils sont interprétés n'importe comment. Que ce soit par les médias, par les politiques eux-mêmes, et même par les citoyennes et les citoyens. C'est quelque chose que vous avez déjà sans doute entendu. De toute façon, les sondages, ça veut plus rien dire, ou encore, moi, je crois pas aux sondages. Je crois pas aux sondages. Ça, c'est parce qu'on a tendance à présenter les sondages comme une prédiction du résultat de l'élection. Or, un sondage, c'est pas ça, il n'y a pas d'aspect prédictif à un sondage. Un sondage, ça explique un rapport de force dans l'opinion à un certain moment. C'est pour ça que la question d'un sondage, c'est pas « pour qui voterez-vous le 10 avril 2022 ?» mais « si l'élection avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous ?» Ça indique un rapport de force à l'instant T. Alors, bien sûr, on peut se dire que le rapport de force dans l'opinion aujourd'hui donne une tendance sur ce qui va sortir des urnes dans 6 mois, mais ça, c'est une interprétation du sondage. C'est pas ce que dit le sondage lui-même. L'autre notion, qui n'est quasiment jamais prise en compte, c'est la marge d'erreur. Si vous regardez les publications des sondages, elle est indiquée, c'est une obligation réglementaire, mais dans les médias, on ne les reprend quasiment jamais. Tout ça parce que c'est pas très sexy de dire entre 20 et 25% des électrices et des électeurs voteraient Macron dimanche prochain, mais entre ces deux chiffres-là, on peut pas dire grand-chose. Et quand on commence à parler comme ça, on enlève aussi un peu du fantasme prédictif du sondage. Donc, mieux vaut bazarder les marges d'erreur. Pourtant, elles sont super importantes. Je vais pas faire un cours de statistiques ici, mais il y a des vraies méthodes pour les déterminer. Le genre de méthode qui explique pourquoi publier un sondage avec un échantillon de moins de 1000 personnes, ça sert quasiment à rien, par exemple. Parce qu'il y a un paramètre clé dans les enquêtes d'opinion, comme dans tous les sondages d'ailleurs, c'est la taille de l'échantillon. C'est assez simple à se représenter. Si on fait un sondage sur une seule personne tirée au hasard en France, on se rend bien compte qu'il y a de fortes chances pour qu'elle soit pas représentative de l'ensemble de la population. A l'inverse, si on fait un sondage sur les 45 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, on aura une idée très précise de leur opinion, puisqu'on leur a demandé à chacune. Et entre les deux, c'est facile d'imaginer que plus on prend de personnes au hasard, plus on aura une vision précise de ce que pense l'ensemble de la population. Mathématiquement, on estime que les marges d'erreur commencent à être raisonnables autour d'un seuil de 1000 personnes. En vous disant ça, je suis pas du tout rigoureux, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur global. Le problème, c'est que quand on tire 1000 personnes au hasard, on peut par exemple tomber sur 1000 personnes qui voudraient voter Jacques Cheminade. Moquez-vous, mais ils étaient quand même 65 586 en 2017, donc c'est pas mathématiquement impossible. Pour éviter ce problème, les sondeurs vont redresser leur échantillon. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que leur échantillon ait la même structure
que la population sur plusieurs axes d'analyse. Par exemple, la répartition femmes-hommes, les classes d'âge, les catégories sociales ou les votes lors des dernières présidentielles. C'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. Pour ça, ils vont retoucher les résultats à la main pour pondérer les groupes qui sont surreprésentés ou sous-représentés. Par exemple, ils vont demander aux personnes sondées pour qui elles ont voté en 2017. Et si on se retrouve avec 11% de Jean-Luc Mélenchon, les sondeurs vont multiplier leurs résultats par 1,36 pour qu'ils pèsent 15% du total, comme c'était le cas dans la vraie vie en 2017 si on prend en compte l'abstention. Ce redressement peut donner lieu, et donne lieu, à de nombreux débats. Ce qui fait que les sondeurs préfèrent de plus en plus se constituer un échantillon de personnes interrogées qu'ils considèrent représentatifs pour limiter les redressements. Au point que le business des instituts de sondage se transforme de plus en plus en un business de gestion d'échantillons. Un autre problème des sondages concerne l'honnêteté des personnes interrogées. Et c'est peut-être là la principale faille méthodologique des sondages. Pour que le tout fonctionne, que les formules mathématiques s'appliquent et nous donnent un vrai résultat, il faut que les personnes interrogées répondent honnêtement. Et ça, c'est pas toujours facile. Par exemple, en 2002, il était difficile pour une personne interrogée de dire qu'elle allait voter pour le Front National. À l'époque, c'était encore un vote honteux. Et donc, le vote FN était systématiquement sous-évalué. Pour corriger ça, à nouveau, les sondeurs ont appliqué des redressements, en partant du principe que le vote pour l'extrême droite était plus fort que ce que montraient les résultats bruts. Sauf que l'extrême droite est de plus en plus décomplexée, donc les redressements ont eu tendance à surestimer son score sur les derniers scrutins. De la même manière, quand on répond à un sondage qui est commandité par un parti donné, on va avoir tendance inconsciemment à vouloir se faire bien voir du parti en question, et il aura donc un poids plus important. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Par ailleurs, je parle d'honnêteté, mais c'est pas forcément conscient. Répondre à froid à une enquête, bien calée devant son ordinateur, chez soi, quand on sait que sa réponse n'a aucun impact sur le scrutin, c'est pas la même chose que glisser physiquement un bulletin dans l'urne le jour J. Donc, on pose parfois des questions à des personnes qui ne savent pas concrètement comment elles réagiront dans l'isoloir. Et à tout ça, s'ajoutent les gratifications dont je parlais tout à l'heure. Même si on n'a pas encore de sondés professionnels, parce que les gratifications sont très faibles, on a néanmoins des serial sondés qui enchaînent les enquêtes, qui sont toujours les mêmes et qui peuvent répondre un peu à la va-vite. Tout ça, ça va fragiliser les résultats des études. On a vu ce que c'était qu'un sondage, on a vu leur méthodologie et leurs limites, maintenant il faut s'intéresser à l'utilisation qui en est faite. Dans le cadre de l'élection présidentielle, et c'était particulièrement vrai en 2017, les sondages ont un rôle très important dans le résultat final. Pourtant, je viens de le dire, ils sont pas prédictifs. Le problème c'est que, même s'ils ne sont censés être qu'un instrument de mesure, ils influencent eux-mêmes les votes de la population. Imaginez que vous prenez la température de l'eau de votre bain. Oui, une douche c'est plus écologique mais on s'en fout, c'est pour l'exemple, et qu'en lisant le résultat à voix haute, ça fasse chauffer l'eau. C'est un peu con, mais c'est ce qui se passe avec les sondages et ce qu'on appelle le vote utile. En 2017, par exemple, Emmanuel Macron a bénéficié d'un report de voix important issu de la gauche, non pas par adhésion, mais parce qu'il était, dans les sondages, le mieux placé pour éviter un second tour Fillon-Le Pen. De la même manière, la bataille entre Hamon et Mélenchon s'est jouée principalement dans les sondages. À partir du moment où Hamon a commencé à baisser dans les sondages, mi-mars, au bénéfice de Mélenchon, celui-ci s'est transformé en valeur refuge de la gauche et les sondages du dernier mois de campagne ont joué à la prophétie autoréalisatrice. Si bien que de nombreuses personnes ont eu la sensation de se faire voler l'élection par les sondages. On pourrait aussi bien sûr parler de 2002 où Lionel Jospin s'est fait éliminer sur la même logique. Les sondages le donnaient au second tour systématiquement, ce qui a provoqué notamment l'éparpillement des voix à gauche. On en vient à la question titre de cet épisode. Faut-il interdire les sondages? L'argument pour l'interdiction est limpide. Une élection, ça doit être une affaire de conviction, de programme, d'argumentation, pas une question de cours boursier. Chacune et chacun doit être en mesure de prendre sa décision en totale indépendance, basée uniquement sur une analyse de fond rationnelle. C'est pour ça notamment qu'il est interdit de publier un sondage la veille d'un scrutin pour donner un moment de respiration aux électrices et aux électeurs avant le choix définitif. Mais sachant qu'ils ont été soumis les semaines précédentes à des centaines de résultats de sondage, cette période blanche de 24 heures n'a pas forcément grand sens. Pour autant, faut-il vraiment interdire les sondages ? Je pense que c'est une fausse bonne idée et je vous explique pourquoi. L'élection présidentielle sans sondage, c'est ni plus ni moins que la roulette russe. Si on interdisait les sondages, on pourrait très bien se retrouver en avril 2022 avec un second tour Zemmour-Le Pen que personne n'aurait prédit. Vous me rétorquerez que Zemmour est un candidat construit lui-même par les sondages, mais on peut trouver un autre nom si vous voulez, c'est pas le sujet. Sans sondage, pas de vote utile.
Donc on pourrait très bien avoir des candidates et candidats de gauche qui se neutralisent, ce qu'ils arrivent d'ailleurs très bien à faire pour le moment. De même pour les candidats de droite plus classiques, LR ou En Marche, ceux dont l'extrême droite et les néofascistes pourraient profiter pour s'imposer, alors qu'ils ne représentent qu'une minorité de voix. On met les noms dans un chapeau, on en tire 2 au hasard, et on donne à l'un d'eux tous les pouvoirs pendant 5 ans. Les sondages, malgré tous leurs défauts, permettent d'éviter ça. Du coup, selon moi, s'en priver serait suicidaire. En fait, le problème, le vrai problème, celui auquel on revient toujours, c'est le mode de scrutin de la présidentielle qui est pourri. Voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Si notre vie politique était réglée non pas par un scrutin uninominal majoritaire, mais par une élection à la proportionnelle ou par un autre mode de scrutin plus démocratique, voir l'autre vidéo que j'ai faite sur le sujet, on pourrait largement, sans difficulté, se passer de sondage. Mais tant que c'est pas le cas, j'ai bien peur qu'il faille faire avec. Pour synthétiser tout ça, et pour vous faciliter la lecture des dizaines de sondages qui sont déjà sortis pour la présidentielle 2022, j'ai mis en ligne un outil qui les consolide, le Sondoscope. Vous pouvez le retrouver à l'adresse sondoscope.fr et aussi bientôt sous forme d'appli Android et un jour iOS. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous les résultats des sondages parus sur le site officiel de la commission des sondages, qui leur donne plus ou moins de poids en fonction de la taille de l'échantillon et de la date de l'étude, et qu'il vous donne cette moyenne pondérée semaine par semaine. Comme ça, vous pourrez suivre les tendances des différents sondages à venir d'un seul coup d'œil, ce qui vous permettra d'être moins dépendant des biais des chiffres pris individuellement. Rendez-vous donc sur sondoscope.fr et d'ici là, donnez-moi votre avis sur les sondages en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne évidemment, sans oublier d'activer les notifications. Camarades, à bientôt!